La clé était froide, pas seulement au toucher, froide comme quelque chose qui n'avait jamais voulu être tenu. Je l'ai trouvée le 3e jour après sa mort, au moment précis où la maison avait cessé de faire semblant d'être vivante. Les voix avaient disparu, les pas aussi. Il ne restait que ce silence épais, presque matériel, qui colle à la peau quand plus personne ne sait quoi dire. Elle était là, posée au fond d'une tasse ébréchée, dans le placard du haut, une tasse que personne n'utilisait. Jamais. Une tasse que je n'avais pas ouverte depuis des années. Je me souviens avoir pensé que c'était étrange, pas inquiétant, pas encore, juste déplacé, comme un mot dans une phrase qui ne lui appartient pas. La clé n'était attachée à rien, pas de porte identifiable, pas de trousseau, rien. Une clé seule n'est jamais innocente. Je l'ai prise entre 2 doigts. Elle était plus lourde que prévu. Métal ancien, légèrement terni, mais entretenu. Quelqu'un l'avait gardée longtemps. Quelqu'un y avait pensé souvent. Je me suis demandé ce qu'elle faisait là. Il n'avait jamais été du genre à oublier des choses. Tout chez lui était classé, rangé, contrôlé. Même le chaos semblait obéir à une logique que lui seul comprenait. Alors pourquoi cacher une clé dans une tasse inutile, dans un placard trop haut, derrière des assiettes qu'il ne sortait jamais? J'ai reposé la clé, puis je l'ai reprise. Ce geste minuscule m'a paru soudain trop important. Dans la maison, la lumière de l'après-midi passait à travers les rideaux sans conviction. Elle dessinait des lignes pâles sur le mur, comme si elle hésitait à entrer complètement. L'horloge du couloir faisait encore son travail, mais chaque tic semblait plus lent, plus lourd, comme s'il comptait autre chose que le temps. Je n'ai rien dit, à personne. La clé n'appelait pas les mots. J'ai essayé de me convaincre qu'elle devait ouvrir quelque chose d'évident. Une cave, un vieux meuble, un cadenas oublié. Il avait toujours aimé garder des doubles, des précautions inutiles, disait-il. Mais cette clé ne ressemblait pas à une précaution. Elle ressemblait à une intention. Je me suis assise à la table de la cuisine, la clé posée devant moi. Elle ne brillait pas. Elle absorbait la lumière. Chaque fois que je détournais le regard, j'avais l'impression qu'elle changeait légèrement de position, comme si elle respirait. C'était absurde, je le savais. Mais le deuil rend les absurdités très convaincantes. Je me suis souvenu de sa façon de fermer les portes, lentement, toujours 2 fois, comme s'il vérifiait que quelque chose restait bien à l'intérieur ou à l'extérieur. Je n'avais jamais posé la question. Certaines habitudes deviennent invisibles quand on les voit trop longtemps. Je me suis demandé si j'avais déjà vu cette clé avant. La réponse est venue trop vite. Non. Et pourtant, elle me semblait familière. Pas par la vue, par le poids qu'elle faisait sur la table, par le silence qu'elle imposait autour d'elle. Je me suis levé et j'ai fait le tour de la maison, clé en main, sans essayer de l'utiliser. Je la portais simplement, comme on porte une phrase qu'on n'ose pas encore prononcer. Chaque porte que je passais semblait un peu plus étroite. Dans le couloir, j'ai ouvert un tiroir ancien, celui qu'il gardait toujours fermé. Il était vide, trop vide, propre, délibérément propre. C'est là que j'ai compris une chose simple et pourtant impossible à ignorer. La clé n'était pas perdue. Elle avait été mise là pour être trouvée. Et soudain, la question n'était plus ce qu'elle ouvrait, mais pourquoi il ne voulait pas que je la trouve de son vivant. Je me suis forcé à respirer normalement, à faire comme si cette clé n'était qu'un objet parmi d'autres, une erreur de rangement, une bizarrerie sans conséquence. C'était plus simple ainsi, donner au silence une explication banale, lui retirer son poids. J'ai commencé par dresser une liste mentale de tout ce qu'elle pouvait ouvrir. La cave, bien sûr, mais la serrure avait toujours été capricieuse, et la clé que nous utilisions était plus large, plus moderne. Les tiroirs du bureau, tous étaient ouverts. Les armoires, rien. Les valises rangées au grenier, je les connaissais par cœur. Leur odeur, leur contenu, leur fermeture fatiguée. Aucune ne correspondait. Je me suis surprise à sourire nerveusement, un sourire sans joie, presque mécanique. C'était ridicule, après tout. On ne bouleverse pas une vie avec une clé sans porte. Pourtant, chaque fois que je la posais quelque part, mon regard revenait vers elle, comme si elle déplaçait l'équilibre de la pièce, comme si tout le reste devenait secondaire. J'ai pensé à appeler quelqu'un, à demander. Puis je me suis rappelé que personne n'aurait de réponse. Les morts sont économes en explications. Je me suis installé dans le salon là où il passait ses soirées. Le fauteuil était encore légèrement creusé à l'endroit exact où il s'asseyait. Une lampe diffusait une lumière trop douce pour l'heure. J'ai posé la clé sur la coudoir juste à côté de sa main absente. C'est là que le doute a commencé à se faufiler. Je me suis souvenu de ses absences brèves, de ces moments où il quittait la maison sans prévenir, revenait avec un air neutre, presque lavé de toute émotion.
Je n'avais jamais insisté. Nous avions appris, avec le temps, à respecter les zones muettes de l'autre, mais la clé rendait ces silences moins confortables. Je l'ai observé de plus près. Les dents étaient usées de manière inégale. Une usure régulière, répétée. Cette clé avait servi souvent. Récemment même. Elle n'était pas un vestige ancien, oublié dans un tiroir. Elle appartenait à une habitude. À quoi pouvait-il accéder si régulièrement sans que je le sache? J'ai pensé à une cache, à quelque chose de matériel, de l'argent, des documents, une faute ancienne. Ces idées se succédaient sans s'installer. Aucune ne tenait vraiment. Elles glissaient comme si la clé refusait ces hypothèses trop évidentes. Je me suis levé et j'ai ouvert la fenêtre. L'air de l'extérieur était plus froid que prévu. Il m'a traversé sans douceur. Dans la rue, tout continuait normalement. Les passants ignoraient que dans cette maison, un objet minuscule venait de déséquilibrer une histoire entière. Je me suis demandé si je voulais vraiment savoir. Cette pensée m'a surprise. Je m'étais toujours cru du côté de la vérité. Mais il existe des vérités qui n'arrivent pas seules. Elles amènent avec elles des questions qu'on ne peut plus refermer. La clé semblait attendre. Elle ne pressait rien. Elle savait que le temps travaillait pour elle. Je l'ai glissée dans la poche de mon manteau. Ce geste m'a semblé définitif, presque intime, comme si je lui donnais une place contre moi, sans encore lui donner de réponse. En passant devant le miroir du couloir, j'ai aperçu mon reflet. Je ne me suis pas reconnu immédiatement. Il y avait dans mes yeux une attention nouvelle, une vigilance que je n'avais pas choisie. Quelque chose s'était déplacé discrètement mais irréversiblement. Je me suis alors rappelé une phrase qu'il répétait parfois, presque en plaisantant. « Il y a des choses qu'on protège mieux en les laissant fermer. » À l'époque, je n'y avais vu qu'une manie, une formule creuse. Aujourd'hui, avec la clé dans ma poche, cette phrase prenait une autre texture, plus dense, plus coupante. Et pour la première fois depuis sa mort, une pensée m'a traversé sans demander la permission. Et si ce que cette clé ouvrait n'avait jamais été destiné à être vu, mais seulement à être gardé? Je n'avais encore rien ouvert, mais je sentais déjà que je ne pourrais pas refermer ce doute. Je n'ai pas cherché la porte tout de suite. C'était une forme de lâcheté que je déguisais en prudence. Je me disais que le moment viendrait, que je saurais reconnaître le bon instant. En réalité, je retardais surtout l'instant où le doute cesserait d'être abstrait. La clé est restée dans la poche de mon manteau pendant plusieurs jours. Je la sentais contre moi quand je marchais, quand je m'asseyais, quand je me penchais pour ramasser quelque chose. Un poids minuscule mais constant, comme une pensée qu'on n'arrive pas à faire taire. C'est un détail sans importance apparente qui a fissuré l'équilibre. Un matin, en cherchant un document banal, j'ai ouvert un tiroir que je n'ouvrais jamais. Il grinçait légèrement, comme s'il se plaignait d'être dérangé. À l'intérieur, rien de remarquable. Quelques papiers anciens, des enveloppes, vides, un carnet jauni dont les pages collaient entre elles. Et puis au fond, une trace, une marque circulaire, plus claire que le reste du bois. L'empreinte d'un objet qui avait reposé là longtemps. Trop longtemps pour être accidentel. J'ai posé la clé sur cette marque presque sans réfléchir. Elle s'y ajustait parfaitement. Mon cœur a raté un battement. Pas violemment. Plutôt comme s'il avait hésité. Comme s'il avait compris avant moi. Ce tiroir n'avait jamais été verrouillé. Il n'en avait pas besoin. La clé n'était pas faite pour fermer ce qui était déjà accessible. Elle était faite pour autre chose. Quelque chose de plus discret. De plus volontairement caché. J'ai refermé le tiroir lentement, comme si un mouvement brusque pouvait réveiller la maison. Le silence s'est épaissi autour de moi. Même les sons habituels semblaient étouffés, lointains. Une image m'est revenue alors. Lui, debout dans le couloir, des années plus tôt. Il pensait que je dormais. Il avait glissé quelque chose. Dans sa poche avec une attention presque cérémonieuse. Je n'avais vu que le geste, pas l'objet. À l'époque, je n'avais pas cherché à comprendre. L'amour, parfois, choisit l'angle mort. Aujourd'hui, ce souvenir refusait de rester flou. La clé se reliait à cette scène comme une ligne invisible tendue à travers le temps. Elle donnait à ce geste ancien une intention que je n'avais jamais soupçonnée, une gravité silencieuse. Je me suis assise par terre, le dos contre le mur. Le bois était froid à travers mes vêtements. Je me sentais étrangement petite, comme si la maison avait grandi autour de moi, comme si elle contenait plus de choses que je ne l'avais jamais cru. J'ai pensé à ce que je risquais de perdre en cherchant la vérité. Pas seulement l'image de celui qu'il avait été, mais la mienne aussi, celle de la femme qui n'avait pas posé de questions, qui avait accepté les silences comme une forme de respect. Si j'ouvrais ce que cette clé ouvrait, je devrais accepter une version différente de notre histoire.
peut-être plus juste, peut-être plus douloureuse. La fissure n'était pas encore une rupture, juste une ligne fine, presque élégante, dans quelque chose que je croyais solide. Mais je savais, au fond, que les fissures ne disparaissent jamais d'elles-mêmes. Elles attendent. La clé, désormais, n'était plus un objet étrange. Elle était devenue une réponse partielle, et comme toutes les réponses partielles, elle appelait une question plus dangereuse encore. Et si ce que je m'apprêtais à découvrir ne changeait pas seulement ce que je savais de lui, mais aussi ce que je croyais savoir de moi. Je savais où la clé devait aller. Cette certitude ne venait pas d'un raisonnement, mais d'un endroit plus ancien en moi, là où les souvenirs ne sont pas encore devenus des phrases. La maison m'y conduisait presque malgré moi. Chaque pas semblait reconnu, attendu. La porte était au bout du couloir, celle que nous appelions la petite. Elle n'avait jamais servi à grand-chose, un espace étroit, sans fenêtre, que nous avions rempli d'objets sans importance, ou que nous avions cru sans importance. Je ne me souvenais pas l'avoir vue fermée, et pourtant ce jour-là, la poignée refusait de tourner. J'ai sorti la clé. Elle était froide, plus froide que l'air. Je l'ai tenue un instant entre mes doigts, comme on retarde une parole qui pourrait briser quelque chose d'irréversible. J'ai pensé à lui, à sa manière de détourner légèrement la tête quand un sujet devenait trop proche, à sa douceur, à sa fatigue aussi ces derniers mois que j'avais mise sur le compte du temps. La clé est entrée sans résistance. Le clic a été presque inaudible, mais il a traversé mon corps comme une vibration nette, un son définitif. À l'intérieur, rien de spectaculaire, pas de coffre, pas de secret criant, seulement une boîte posée sur une étagère basse, en carton épais, fermée par une ficelle usée. J'ai reconnu cette ficelle, je l'avais déjà vue entre ses mains. Autrefois, quand il emballait quelque chose avec une attention excessive. Je n'ai pas ouvert tout de suite. C'est à ce moment précis que le dilemme m'a frappé de plein fouet. Ouvrir, c'était accepter que l'image que j'avais aimée puisse se fissurer davantage. Ne pas ouvrir, c'était choisir une ignorance confortable, presque fidèle, comme si préserver le silence revenait à le protéger encore. Je me suis surprise à lui parler à voix basse, pas pour demander la permission, pour constater l'absence. Il ne pouvait plus m'arrêter, il ne pouvait plus me guider non plus. J'ai défait la ficelle. À l'intérieur, quelques feuilles pliées, soigneusement alignées, des copies, des dates et une photographie, une seule, petite, cornée. Je me suis reconnu dessus avant même d'oser le comprendre, plus jeune. Le regard tourné ailleurs, et derrière moi, à peine visible, un détail que je n'avais jamais remarqué, une présence, quelqu'un que je ne connaissais pas, ou que je croyais ne pas connaître. Les feuilles confirmaient ce que la photo suggérait sans l'expliquer, des démarches, des choix faits en silence, des décisions prises sans moi, mais pour moi, semblait-il. Tout n'était pas clair, tout n'était pas innocent non plus. Il n'avait pas trahi comme on trahit par désir, il avait caché comme on cache par peur de perdre. Cette nuance n'allégeait rien, elle compliquait tout. Je me suis senti envahi par une colère étrange, sans éclat, une colère calme, presque digne, celle qui naît quand on comprend que l'amour a parfois servi de prétexte au silence, que le souci de protéger peut devenir une forme de domination douce. Je pouvais encore refermer la boîte, faire comme si je n'avais vu qu'un fragment, mais quelque chose avait déjà basculé. La clé n'ouvrait pas seulement une porte, elle avait déplacé une frontière intérieure. Je me suis levé, la boîte contre moi, consciente que ce que je tenais n'était pas une vérité entière, mais une vérité possible, une version parmi d'autres, et pourtant une version suffisante pour que je ne puisse plus revenir à l'avant. Ce n'était plus une question de savoir, c'était une question d'assumer. La décision s'est imposée sans mots, pas spectaculaire, pas héroïque, simplement inévitable. Je ne pourrais plus faire semblant. La clé était retournée dans ma main, plus lourde qu'au début, et je savais, avec une clarté presque douloureuse, que le dernier geste ne serait pas d'ouvrir quelque chose, mais d'accepter ce que cette ouverture allait me coûter. Je n'ai rien rangé. La boîte est restée ouverte sur la table pendant des heures, peut-être toute la nuit. Je ne regardais plus les feuilles. Je les connaissais désormais autrement, non pas par leur contenu exact, mais par le poids qu'elles avaient déposé en moi. Une vérité ne s'imprime pas toujours par les mots qu'elle contient. Parfois, elle s'impose par le silence qu'elle crée autour. La clé était là aussi, posée à côté, immobile. Elle n'ouvrait plus rien. Elle avait terminé son travail. Je me suis assise face à la fenêtre. Dehors, le monde continuait sans la moindre attention pour ce qui venait de se fissurer ici. Une lumière passait d'un mur à l'autre, le bruit lointain d'une voiture, la vie intacte,
indifférente. J'ai compris alors que ce que je venais de découvrir ne demandait pas de réparation immédiate. Il n'y avait rien à corriger, rien à expliquer aux autres, seulement quelque chose à porter. Je pensais à lui, non pas tel qu'il venait de m'apparaître, mais tel qu'il avait été dans les gestes ordinaires, sa manière de poser sa main sur mon épaule en passant, son silence, que j'avais confondu avec de la paix, son amour, réel, mais incomplet. Comme beaucoup d'amours humains, je ne ressentais plus de colère, pas de pardon non plus, seulement une lucidité douce, presque épuisée. On ne sort pas grandi de certaines vérités, on en sort plus lent, plus prudent, plus nu. J'ai repris la clé une dernière fois, je l'ai tournée entre mes doigts, elle n'avait plus de destination. Alors je l'ai déposée dans la boîte, sur les feuilles, sur la photo, comme on ferme un cercle imparfait, pas pour effacer, pour accepter que certaines réponses n'existent qu'à moitié. Avant de refermer le couvercle, j'ai hésité, pas par doute, par respect. Puis j'ai fermé, sans ficelle, sans serrure. Il n'y aurait pas de retour en arrière, mais il n'y aurait pas non plus de révélation publique, de confrontation tardive, de justice réparatrice. Ce qui restait était plus discret, plus humain, une histoire que je connaissais désormais autrement, un amour qui n'avait pas menti, mais qui avait choisi le silence. Et moi, au milieu, obligé d'apprendre à vivre avec une vérité qui ne demande pas à être dite, seulement reconnue. La maison me semblait différente, sans avoir changé, comme si elle savait, comme si elle aussi avait attendu que cette clé trouve enfin sa place. Je me suis levé, j'ai éteint la lumière, et dans l'obscurité, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin de comprendre davantage. Certaines choses ne se résolvent pas, elles se déposent.